Bonjour à tous, distingués invités en mon nom, titre et qualité. Je vais commencer par une brève intervention pour vous présenter un petit peu et mettre un peu en perspective le prix Carbonnier et cet institut des études et de la recherche sur le droit et la justice qui l'organise. Ce prix a été créé en 2005 par l'ancêtre de cet institut, la mission de recherche droit et justice, et plus particulièrement par son directeur adjoint, à l'époque Georges Gariou, directeur de recherche au CNRS, et son directeur, à l'époque Yann Aguila, conseiller d'État, avocat. Il avait comme objectif de récompenser des travaux, évidemment, qui s'inscrivent dans la pensée de Jean Carbonnier. Alors, pour tous les juristes, étudiants et autres ici, c'est une évidence que je ne rappellerai pas, mais pour ceux qui sont plus éloignés, je précise que Jean Carbonnier a été un immense juriste qui a eu cette particularité d'ouvrir le droit, notamment vers la sociologie, d'ouvrir le droit sur la société et de promouvoir cette approche sociologique du droit qui est tellement importante dans les enseignements que l'on peut en tirer. Et cette approche pluridisciplinaire du droit et de la justice et des pratiques de justice est vraiment au cœur des objectifs de l'Institut. Notre rôle, nous, c'est de soutenir justement des recherches, alors soutenir aussi des thèses à travers ce prix et un autre prix que nous donnons dans le domaine pénal, mais également de développer des études. L'autre particularité, et qui traduit bien aussi, qui est respectueuse de l'esprit de Jean Carbonnier, c'est de mobiliser des travaux de recherche, des travaux scientifiques, d'universitaires, de chercheurs, de chercheuses, mais également le savoir-faire, les compétences, l'expertise des acteurs de terrain, du droit et de la justice, toutes professions confondues, ainsi que de ceux qui élaborent, conçoivent les politiques publiques en la matière. Voilà, donc ce mix, si je puis dire, se traduit également dans la composition du jury qui délibère chaque année. Il faut savoir que l'année 2023, l'année qui nous occupe aujourd'hui, 70 candidatures se sont manifestées. Donc vous mesurez le travail que ça représente pour les membres du jury. Qui sont extrêmement consciencieux. Et donc ce jury accueille évidemment des juristes, mais aussi des représentants des plus hautes institutions françaises, puisque nous accueillons traditionnellement un membre du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État et de la Cour de cassation. Également, évidemment, des universitaires et des chercheurs, mais en ouvrant les disciplines vers l'histoire, la sociologie, les sciences politiques, etc. C'est variable. Pour autant, malgré toute cette histoire et ce courant, cette tradition, c'est la première fois que véritablement une thèse de sociologie portant sur un objet de pratique est décernée pour le prix Carbonnier. Alors, pour être plus précise, à 2 reprises, il y a eu une mention spéciale qui a été attribuée à des non-juristes. En 2016, à Raphaël Terry, philosophe, pour une thèse sur le libéralisme pénal, principe, enjeu et contradiction d'une institution non idéale. Et en 2020, à Julien Louis, politiste, pour un travail sur la Confédération européenne des syndicats à l'épreuve du droit et de la justice, une genèse, usage et limite d'un mode d'action syndical en faveur de l'Europe sociale. Souvent également, les thèmes qui sont primés restent des thèmes assez juridiques sur la norme, les interactions normatives, la créativité normative, les grands principes du droit, leur fondamentalisation. Mais on a aussi quelques travaux qui portent sur les pratiques, et c'est dans cette veine-là que s'inscrit la thèse aujourd'hui récompensée. Je rappelle que le prix Carbonnier est organisé donc par l'Institut et particulièrement par Vanessa Maquet qui est présente ici et avec également le concours d'Isabelle Sahin qui est également présente ici, directrice adjointe scientifique, mais la cheville ouvrière de ce prix est Vanessa Maquet.
Et j'en profite pour signaler pour les plus jeunes d'entre vous ou ceux qui veulent faire part et répandre la nouvelle. La campagne pour le prix 2024, c'est du 15 février au 13 avril. Voilà, je voudrais conclure évidemment en adressant mes plus chaleureuses félicitations à Delphine Griveaux pour ce travail, mes très très sincères remerciements à Diane Roman pour la présidence du prix. Je sais le travail que ça représente, et à tous les membres du jury, présents ou non. C'est vraiment cette richesse et votre grand professionnalisme, votre grande implication qui fait la qualité, je crois, de ce prix. Merci beaucoup. Merci, chère Valérie, mesdames, messieurs, en vos titres et qualités, chères lauréates, chers collègues, chères étudiantes, étudiants, chers amis, chers invités. C'est un vrai plaisir de présider ce jury du prix Carbonnier, puisque finalement la seule tâche qui m'incombe est d'exprimer à la fois des remerciements et des félicitations, c'est-à-dire les choses quand même les plus agréables de nos vies. Alors, les remerciements, ils vont bien évidemment à l'Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice, et en particulier à Valérie Sagan, qui vient de prendre la parole en qualité de directrice de l'IERDJ, à Isabelle Saint, qui est dans le public et qui est sa directrice scientifique adjointe, et à Vanessa Maquet, dont on a souligné l'importance du rôle et des fonctions dans l'organisation du jury, mais vraiment à toutes les trois, d'immenses remerciements, parce que c'est vraiment votre implication, votre volonté, votre efficacité qui ont été la clé du succès de nos travaux, et je m'exprime ici au nom du jury que j'ai eu l'honneur de présider. Alors ce jury était évidemment composé de très éminentes personnalités, et à elles aussi je voudrais adresser tous mes remerciements. Alors en particulier à celles et ceux qui ont pu se libérer dans des agendas très resserrés. Évidemment à Vincent Turbo, qui est à la chaire à mes côtés, qui est magistrat et conseiller à la chambre criminelle de la Cour de cassation, à Florence Fouvet, qui est dans la salle, qui est professeure de droit privé à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, et à Michel Pinault, qui est conseiller d'État et membre du Conseil constitutionnel. Alors, je ne serai pas complète, évidemment, si je n'énumérais pas les absents qui se sont investis tout au long de cette année à nos côtés. Diane Bernard, professeure à l'université Saint-Louis de Bruxelles. Christophe Davis, conseiller d'État, président de la section sociale du Conseil d'État. Laurent Pfister, professeur d'histoire du droit à Paris 2, Panthéon-Assas, nos voisins. Jeanne Sausson, professeure à l'Université catholique de Louvain, qui a été suppléée pour 2023 par Marc Pichard, professeur de droit privé à l'Université Paris-Nanterre, et Laurent Villemez, professeur de sociologie à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Alors ce jury s'est réuni pendant toute une année, et comme vous l'avez rappelé, il est possible de l'extérieur de mesurer la quantité de travail qui a été fourni, puisque ce sont plus de 70 thèses et dossiers qui ont été lus, qui ont été évalués, qui ont été discutés chez soi et lors de nos réunions. Donc une quantité de travail qui est appréciable de l'extérieur. Ce qu'il ne vous est peut-être pas possible d'apprécier, c'est la qualité de ce travail de l'intérieur. Et vraiment, je tiens à souligner la qualité des échanges qui ont eu lieu lors de nos discussions, la profondeur des analyses qui ont rendu possible des délibérations parfois animées, mais toujours respectueuses et, in fine, profondément collégiales. Il y a eu vraiment
une alchimie qui a eu lieu et je tiens pour cela à en remercier vivement les membres du jury et vous dire combien je me réjouis de passer une nouvelle année à vos côtés, en votre compagnie, et même plus, donc mon bonheur est à son comble, puisque je viens d'apprendre qu'en réalité, le jury n'était pas nommé pour 2 ans, mais pour 3. Donc, c'est 2 ans qui s'ouvrent devant nous. Alors voilà pour les remerciements. Évidemment, vient le temps des félicitations. Et ces félicitations, elles s'adressent à ma voisine, à la lauréate du prix Carbonnier pour l'année 2023, Madame Delphine Griveaux, qui s'est vue récompensée pour sa thèse intitulée La justice restaurative en France, sociologie politique d'un supplément d'âme à la justice pénale. C'est une thèse qui a été soutenue en 2022 à l'Université Paris-Nanterre et l'Université catholique de Louvain en Belgique en co-tutelle. Alors les juristes qui sont ici réunis le savent parfaitement, la justice restaurative en France a 10 ans. Elle a 10 ans puisque c'est le 15 août 2014 qu'a été promulguée la loi relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales. Et cette loi a prévu que modifier l'article 10.1 du Code de procédure pénale et définir la justice restaurative désormais comme permettant à une victime ainsi qu'à l'auteur d'une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l'infraction et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission. Donc en s'appuyant sur le dialogue entre les victimes d'une part, les auteurs d'infractions d'autre part, qu'il s'agisse ou non des parties concernées par la même affaire, on le voit, la justice restaurative se veut complémentaire au traitement pénal de l'infraction et elle vise à restaurer le lien social qui est endommagé. Alors, la justice restaurative a 10 ans, mais c'est pas pour ça qu'elle est désormais bien connue du grand public en France. Elle est bien connue du grand public, pas à cause du code de procédure pénale, mais à cause du cinéma. Et on sait qu'elle prend désormais, la justice restaurative, elle prend désormais des traits qui nous sont familiers, ceux de Leila Becti, ceux d'Élodie Bouchet, ceux de Miu Miu, de Denis Podalides, Jean-Pierre Darmanin ou Adèle Exarchopoulos. Et vous avez évidemment reconnu une partie des actrices et des acteurs de Je verrai toujours vos visages, le film de Jeanne Herry qui a été un succès du box-office l'an dernier. Alors, sans trahir le secret de nos délibérations, si notre jury a décidé de récompenser la thèse de Madame Griveaux, ce n'est ni pour célébrer l'anniversaire de la loi de 2014, ni pour imiter le jury de l'Académie des Césars, mais c'est bien plutôt en raison des qualités intrinsèques de la thèse primée et notamment de la démarche qui a été suivie par vous, par notre lauréate, une démarche qui s'inscrit dans le champ de la sociologie du droit. Cela a été souligné par Valérie Sagan. Alors, en 1955, Henri Lévy-Bruhl, éminent sociologue, écrivait « Presque tous les professeurs de droit, au moins les plus renommés, sont devenus des sociologues ». Il n'a pas été démenti par les années qui se sont écoulées, puisque grâce en particulier à l'œuvre et à l'apport doctrinal du doyen Jean Carbonnier, eh bien, la sociologie du droit a pénétré les facultés de droit, et il n'est pas un juriste ou une juriste qui désormais n'ait lu Flexible droit ou travailler avec sociologie juridique, faute de l'avoir lu en entier. Et on voit déjà dans les universités, les facultés de droit françaises, on voit le développement d'une branche de l'analyse du droit qui s'intéresse aux procédés de son élaboration et aux conditions de son effectivité. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, fidèle à l'esprit du doyen Jean Carbonnier, le prix Carbonnier, selon le règlement écrit par l'IERDJ, eh bien, les travaux de recherche récompensés par le prix Carbonnier, je cite, doivent témoigner de l'ouverture des juristes aux problèmes de société, du dialogue interdisciplinaire, du souci d'innovation et de réforme. Et c'est ce qui explique que toute une série de travaux portant aussi bien sur des objets divers comme l'environnement, le corps, la famille,
les activités professionnelles ou alors des travaux qui portent sur les croisements des branches de droit, droit et finance, droit et économie, droit et philosophie, aient pu être reconnus. Mais effectivement, c'est la première fois depuis 2005, depuis sa création, que a été attribuée à une thèse qui s'inscrit délibérément dans le champ de la sociologie de la justice cette récompense prestigieuse. Et ce qui est d'ailleurs, le fait que ce soit une première est assez paradoxal compte tenu de l'intitulé de ce prix. Donc on ne peut que se réjouir de la reconnaissance par un jury d'un travail comme celui de Delphine Griveaux, qui fait des allers-retours permanents entre une expérience pratique et des analyses théoriques, et cela sous l'angle de la sociologie du droit, car sociologue de la justice, Delphine Griveaux l'est assurément. Hein, tout son travail de recherche est axé sur une ethnographie du monde de la justice restaurative en France durant 3 ans, je crois, de 2016 à 2019, mais elle nous le dira. C'est un travail qui s'appuie sur plus de 70 entretiens avec des acteurs qui sont investis dans la justice restaurative, hein, des conseillers de SPIP, des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, des salariés d'associations d'aide aux victimes. Et tout le travail de Delphine Griveaux est de souligner l'investissement de ces professionnels de la justice restaurative en montrant comment progressivement, très progressivement et très certainement, eh bien, l'institution judiciaire est transformée par les attentes qui sont exprimées à son encontre. Des attentes d'écoute, des attentes d'empathie, des attentes de dialogue qui sont formulées aussi bien par les justiciables que par les acteurs judiciaires eux-mêmes. Et pour revenir au film « Je verrai toujours vos visages », à un moment, un des personnages résume la justice restaurative en disant « La justice restaurative, c'est un sport de combat ». Et l'autre lui répond « Oui, c'est un sport de combat, effectivement, la justice restaurative, parce que c'est tout ce que notre société déteste. Et que déteste notre société ? Eh bien, le film nous l'explique, c'est le temps long, c'est la complexité des situations, c'est la révélation des paradoxes. » Et tout l'objet de la thèse de Delphine Griveaux est justement de mettre en lumière ces paradoxes et de tenter de les résoudre. Alors, vous me pardonnerez, je vous cite. Dans un paragraphe tout à fait explicite, notre lauréate, Delphine Griveaux, nous dit « Étudier la justice restaurative en France consiste à résoudre toute une série d'apparents paradoxes. Il se loge entre les figures invoquées de la justice restaurative et le fait de son intégration dans le code de procédure et le système pénal, entre logique d'humanisation et de managérialisation de l'activité de l'institution judiciaire, entre standardisation d'un outil et revendication d'un savoir-être, entre évaluation de la mesure de l'efficacité et croyance en le caractère insondable des effets réparateurs du dialogue, entre discontinuité symbolique et continuité des pratiques, entre l'institué et le ravivé, entre responsabilité collective et responsabilisation individuelle. Des contradictions apparentes et donc dépassables dans l'analyse comme dans la pratique. Et tout l'effort de Delphine Griveaux est de tenter de dépasser ces paradoxes en montrant que la justice restaurative est aussi le symptôme de différentes recompositions. La recomposition de l'État, qui essaye de compenser son affaiblissement en ayant recours au secteur associatif, mais aussi la recomposition des notions de peine, des notions de réparation, en dépassant l'idée de punition et en recourant à la psychologie et à l'empathie, et de répondre finalement à la crise de sens de la justice qui a pu être exprimée par cet appel qui a été un séisme dans le monde judiciaire, l'appel des 3000 en 2021, ou encore par les États généraux de la justice qui ont souligné la nécessité d'imaginer des voies pour rapprocher les justiciables de la justice et de leurs juges. Alors, est-ce que la justice restaurative permet d'offrir une réponse à ces mots exprimés dans la tribune des 3000 et couchés sur le papier dans les États généraux de la justice? Et si oui, quelle procédure serait à développer
pour offrir à la justice restaurative la place qu'elle mérite. Eh bien, on le voit à la lecture de la thèse de Delphine Griveaux, il y a beaucoup de questions. Peut-être désormais, il reviendra aux juristes de trouver des réponses. Et en cela, la démarche de Delphine Griveaux, eh bien, donne raison au doyen Ouriou, qui, en 1893, c'est-à-dire il y a fort longtemps, nous disait « Un peu de sociologie éloigne du droit, beaucoup de sociologie y ramène ». Je vous remercie et à nouveau toutes mes félicitations. Avant de laisser Delphine Griveaux et Vincent Turbo échanger un petit peu sur le contenu de la thèse, je voulais signaler que l'organisation de ce prix Carbonnier est rendue possible aussi grâce au partenariat avec les éditions Dalloz. Et je cède la parole à Madame Hoche, que je remercie de sa présence. Merci, bonjour à tous. Quelques petits mots juste pour préciser qu'effectivement nous accompagnons l'IERDJ pour la remise du prix Carbonnier depuis 2017 et que c'est à plusieurs titres que nous sommes très heureux de renouveler ce partenariat cette année. D'une part parce que comme l'IERDJ, nous sommes très attachés à la publication des travaux de recherche à travers la publication de thèses régulièrement chaque année. Nous publions une douzaine de thèses, alors de droit et longtemps, on l'a fait aussi en sciences politiques. Malheureusement, ça s'est arrêté parce qu'on n'a plus tellement l'occasion de publier de la science politique en tant que telle. Mais néanmoins, il y avait un attachement également à la science politique aux éditions Dalloz et chez Lefebvre Dalloz. Et la deuxième raison, c'est que nous avons aussi un certain nombre de publications et nous nous attachons à publier dans nos lignes éditoriales des travaux qui sont ouverts à la pluridisciplinarité et à la sociologie également, à travers des revues comme les archives de philosophie du droit depuis longtemps, comme la revue Grief qui est publiée en coédition avec l'école des hautes études en sciences sociales, et puis également à travers une collection qui a été créée par Jean Carbonnier, qui s'appelle Méthode du droit, et à travers laquelle nous publions des ouvrages qui rejoignent les thèmes évoqués par Diane Roman, l'analyse économique du droit, ethnologie du droit, sociologie du droit par Monsieur Corten ici présent. Donc nous ouvrons nos publications à la sociologie et à la science politique et c'est important pour nous. Et puis la troisième raison, c'est que cette thèse de Delphine Griveaux, que je félicite par la même occasion, rejoint la matière pénale qui classiquement est assez représentée aux éditions Dalloz à travers là aussi des revues et des publications. Et donc nous y sommes très sensibles. Toutes mes félicitations encore une fois et puis quelques petites récompenses à venir. Merci bien. Alors, Delphine Griveaux, vous avez la parole pour nous présenter un petit peu les principaux points de cette thèse que beaucoup ici ont déjà lu ou parcouru, mais qui a fait forte impression. Merci beaucoup. Je vais le rapprocher un petit peu. Donc, oui, évidemment, c'est une immense joie pour moi d'être devant vous cet après-midi. Je vais adresser une série de remerciements. Voilà, c'est une des choses les plus agréables à faire, effectivement, donc je ne vais pas m'en priver. Et voilà, Madame la Présidente du jury, d'abord, et puis Mesdames et Messieurs les membres du jury, mes premiers remerciements vous sont adressés. Vous êtes des éminences, des mondes académiques et des mondes du droit, et vous m'honorez de ce qui est probablement le plus beau prix qu'on puisse recevoir à la croisée de ces deux mondes. Donc, un grand merci pour votre travail. Voilà, merci. En tant que première sociologue lauréate de l'histoire du prix, j'ai également eu une pensée pour le signal envoyé à nos disciplines. Donc, vous primez une thèse purement empirique et j'espère que ça ouvrira durablement la porte aux sociologues du droit et de la justice, mais également que ça va encourager les juristes à l'empirisme en droit. Faire de la recherche empirique
en droit ou sur le droit, le combat est le même pour moi et il est essentiel. Alors reste à savoir ce qu'en penserait le doyen Carbonnier, mais je crois comprendre qu'il aurait été plutôt favorable, qu'il s'inscrit lui-même dans ce combat et qu'il aurait été tout à fait favorable à cette approche et cette pluridisciplinarité. Ensuite, je veux remercier l'IERDJ et Dalloz de porter, d'organiser ce prix chaque année. Merci et bravo. Bravo Vanessa. Tout a été méticuleusement préparé depuis des mois. Tout est beau, tout le monde s'est bien habillé. Je crois que l'Académie des Césars n'a qu'à bien se tenir, en fait. Voilà, on n'est pas très loin. On n'est pas très loin. Voilà. Maintenant, je vais remercier le Fonds national de la recherche scientifique belge qui m'a financé tout au long de cette thèse. Et puis, je vais remercier les êtres extraordinaires qui ont dirigé ce travail. Valérie Rozou, Éric Philippot, qui ne sont pas là, malheureusement, mais surtout Sandrine Lefranc, qui est là, elle. C'est Sandrine Lefranc qui m'a accompagnée il y a 10 ans. Ça ne nous rajeunit pas. Lorsque je faisais mon mémoire de recherche sur la justice transitionnelle en Côte d'Ivoire, c'est elle qui ensuite m'a soutenue et poussée intellectuellement durant ma thèse sur la justice restaurative. Et puis c'est avec elle que je poursuis aujourd'hui, dans une relation sans cesse réinventée, cette aventure intellectuelle qu'est l'étude des justices alternatives. Donc Sandrine, merci pour tout ça. Et enfin, je souhaite remercier mes proches qui sont venus fêter cet événement avec moi, mes parents et mon frère qui sont venus de loin, voire de très loin. Mes amis d'enfance, mes amis rencontrés en chemin, et puis la femme que j'aime et qui me supporte au quotidien. Donc merci vraiment d'avoir fait le déplacement, merci de venir fêter ça avec moi, ça me touche beaucoup. Voilà pour ces longs mais indispensables remerciements. Donc j'avais 15 minutes pour présenter ma thèse, il ne m'en reste plus que 10. Ça fait un ratio de 50 pages par minute. Et c'est tout à fait suffisant, vous allez le voir. Donc, parlons peu, parlons thèse. Ma thèse, elle porte sur la justice restaurative. La justice restaurative, du point de vue de la sociologue, c'est à la fois un ensemble large de pratiques et un ensemble de discours, de remplacement ou de réforme du système pénal contemporain. Ces discours reprochent à la justice pénale d'être trop verticale, trop froide, parfois violente pour les justiciables, qu'il n'y aurait que trop peu de place en comparaison des professionnels de justice. Les discours de la justice restaurative reprochent également à la justice pénale une logique de punition qui serait tournée vers le passé, à laquelle on préférait une logique de réparation tournée vers l'avenir. Et enfin, l'une a pour référentiel le dialogue et l'autre le droit. Alors les pratiques restauratives, elles, essayent tant bien que mal d'opérationnaliser ce discours, de le concrétiser. En France, elles sont diverses. Elles existent à l'intérieur du champ pénal, mais aussi à l'extérieur du champ pénal. Elles sont dans leur majorité des médiations entre auteurs et victimes ou des rencontres entre groupes de détenus ou de condamnés et groupes de victimes, le plus souvent mises en œuvre au sein du système pénal, en post-sententiel, par des fonctionnaires des services pénitentiaires d'insertion et de probation et des salariés des associations d'aide aux victimes. Ça, c'est la version majoritaire. Mais elle peut s'incarner dans d'autres formes aussi. Moi, je pense par exemple aux cercles restauratifs qui se font dans les établissements scolaires. On peut penser aussi aux commissions ad hoc, telles que l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des abus sexuels commis au sein de l'Église catholique. Donc il y a une multiplicité de formes comme ça, même si, vous l'avez compris, la version majoritaire est intégrée au système pénal. Et c'est cette version que j'ai étudiée dans ma thèse. Donc, sous toutes ces formes, la justice restaurative est aujourd'hui largement présente dans les pays dits du Nord. Moi, je l'étudie de manière localisée en France,
où elle émerge depuis la toute fin des années 1990. Alors j'ai essayé de comprendre comment elle s'y est développée. Elle est devenue un ensemble de pratiques, un ensemble de discours. Elle est devenue un droit inscrit au Code de procédure pénale en 2014. Elle est devenue une forme de politique publique aussi. Et puis j'ai essayé de comprendre ce que ces développements disent de l'institution judiciaire et de la régulation des conflits en France. Donc ça, c'est pour l'énigme de départ. Et alors en sciences sociales, on déteste le suspense. Donc je vais vous dire directement où on finit, mais ça a été évoqué tout à l'heure par Madame Roman. La thèse, elle finit par montrer comment l'institution pénale, elle est effectivement progressivement transformée par toutes ces attentes que vous avez évoquées, d'écoute, de considération, de dialogue, d'empathie, qui émanent de la part des justiciables, certes, mais qui émanent aussi de ses propres travailleurs. Et ce sont toutes ces attentes, tous ces attendus au nom desquels est investie la justice restaurative en France. Alors le travail se base sur une enquête de terrain conséquente et inédite qui a été menée entre 2016 et 2019. Donc conséquente, vous l'avez rappelé, puisqu'elle représente des centaines et des centaines d'heures d'observation, directes ou participantes. Elle s'appuie sur 71 entretiens semi-directifs réalisés depuis 18 villes différentes en France, avec des individus qui étaient investis à différentes échelles dans la justice restaurative. Donc conséquente, oui, et puis inédite aussi, parce qu'elle est la première enquête à avoir été réalisée en France sur l'ensemble de ces pratiques. Donc aujourd'hui, effectivement, grâce au cinéma, peut-être plus qu'autre chose, la justice restaurative est plutôt bien connue. Mais en 2016, quand j'ai commencé ma thèse, clairement, ce n'était pas le cas. Donc tout ce travail a été vraiment important pour défricher ce sujet qui était encore relativement méconnu. Alors maintenant, je vais entrer un petit peu plus dans le détail de la thèse avec vous, en quelques points rapides, 3 points. Je vais faire un premier point pour la positionner un petit peu où elle est aujourd'hui, et ça va rejoindre la question des limites de son développement. Un deuxième point sur ses bénéficiaires, qui ne sont pas nécessairement ceux à qui l'on pense, ça, on l'a compris. Et un dernier point sur son imbrication dans des dynamiques plus larges de recomposition de l'action publique. Donc premier point, alors sans entrer dans les détails des entraves quotidiennes à la justice restaurative, je vais juste dire 2 mots sur son positionnement actuel et force est de constater qu'aujourd'hui, la justice restaurative reste marginale. Alors marginale en nombre, donc pour prendre un exemple, en 2019, elle ne représente que, on pourrait dire, 141 bénéficiaires et entre 501 et 541 personnels formés, qui étaient comptabilisés sur l'année par les 2 grandes associations de justice restaurative en France, l'Institut français pour la justice restaurative et l'Association de recherche en criminologie appliquée. Donc marginal en nombre, marginal dans l'espace même de la justice pénale aussi. La justice restaurative, elle est logée au sein de l'institution dans un espace inédit, qui est à la fois intérieur à la procédure, sous contrôle des magistrats, mais aussi extérieure. Elle est censée être parallèle et hermétique à la procédure pénale. Elle est censée ne pas affecter la procédure pénale. Voilà. Donc sa marginalité, ce positionnement, la rend relativement inoffensive au regard de la procédure et du fonctionnement de l'institution judiciaire. Et de nombreux professionnels continuent encore aujourd'hui à l'ignorer ou la regarder un peu de loin, sans l'entraver, mais sans la favoriser non plus, tant que ça ne va bien pas bousculer des pratiques professionnelles ou surtout la procédure en cours. Donc marginal en nom, marginal dans l'espace de la justice pénale, marginal également dans l'espace des politiques publiques, dont son fonctionnement dépend directement. Après le vote de la réforme d'août 2014 introduisant la justice restaurative dans le Code de procédure pénale, il y a eu une enveloppe budgétaire qui a été fléchée vers la justice restaurative au sein du programme 101 du SADJAV, qui est le service d'accès au droit et à la justice et à l'aide aux victimes, si je ne me trompe pas. Voilà. Ensuite, une circulaire d'application est venue en mars 2017 dessiner une politique publique
en précisant les modalités d'application de la justice restaurative, en envoyant un signal favorable vis-à-vis de celle-ci, et puis en créant un comité national de la justice restaurative qui réunit différentes directions du ministère de la Justice et qui est chargé de coordonner son développement sur le territoire. Alors il y a eu 2 ou 3 signaux qui ont continué à venir nourrir la politique publique, que je n'ai pas forcément étudié dans la thèse puisque j'étais en cours de rédaction ou après. Mais notamment, il y a eu un guide interministériel à destination des professionnels, il y a eu un projet d'expérimentation nationale qui est en train de se clôturer là, ou encore un décret fin 2021 qui invitait les magistrats à s'en saisir pour des violences sexuelles commises sur des mineurs et qui seraient prescrites. Donc des signaux à droite à gauche d'une politique publique, mais sauf qu'en fait concrètement l'enveloppe budgétaire que j'ai évoquée, elle est maigre à l'échelle du territoire. On parle de 408 000 € en 2021, donc 1,27% du budget dédié à l'aide aux victimes. Et puis surtout, elle ne concerne pas les services pénitentiaires d'insertion et de probation et la protection judiciaire de la jeunesse, dont les fonctionnaires vont s'investir dans la justice restaurative à budget et à charge de travail constant, sauf rares décharges de quelques dossiers ou 2-3 postes dédiés à la PJJ, à la protection judiciaire de la jeunesse. Donc malgré quelques discours et signaux favorables qui existent bien, en réalité, cette politique publique, si on devait la qualifier aujourd'hui, il faudrait plutôt la qualifier de faible intensité, d'une politique de faible intensité. C'est beaucoup plus juste de dire que l'État laisse faire les convaincus de la justice restaurative à petit budget, au gré des localismes et des bonnes volontés individuelles. Alors, deuxième point, c'est bénéficiaires. 541 travailleurs judiciaires ou parajudiciaires formés pour 141 bénéficiaires en France en 2019. C'est les chiffres que j'évoquais tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a presque 4 fois plus des premiers que des seconds. Donc, en partant de cet important décalage, la thèse, elle élargit la notion de bénéficiaire de la justice restaurative à ces professionnels qui sont en réalité, en nombre et en durée d'investissement dans les mesures, le premier public de la justice restaurative, et ce, bien au-delà des participants, auteurs et victimes. Donc mon travail prend le temps de rendre compte en miroir des expériences de ces 2 groupes de bénéficiaires, d'un côté les professionnels formés et de l'autre les participants. Elle analyse les propositions qui sont faites aux participants, aux participantes et les appropriations disparates des mesures par ces participants, participantes rencontrés au cours de l'enquête. Mais surtout, la thèse, elle travaille les observations et entretiens réalisés auprès des professionnels qui encadrent et animent les mesures. Elle pointe que le maintien de la justice restaurative dans l'institution s'explique principalement par le fait que la justice restaurative vient répondre à différentes aspirations des professionnels de justice qui cherchent à redonner du sens à leur travail, pour eux comme pour les justiciables, un sens qui se serait, selon eux, dilué dans le processus de rationalisation et de managérialisation de l'action judiciaire. Dans les mots de Benoît, qui ne s'appelle évidemment pas Benoît, qui est conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation et que j'ai rencontré au cours de l'enquête, s'investir dans la justice restaurative, je le cite, c'est une histoire d'idéal aussi. La justice punitive apporte plein de frustrations dans notre métier. Et là, on trouve quelque chose pour nous enrichir, quelque chose qui donne du peps et du sens. Fin de citation. Alors, troisième et dernier point, son l'imbrication de la justice restaurative dans des dynamiques qui touchent à l'action publique de manière plus large. Le maintien de la justice restaurative, il est facilité par la participation de certains professionnels de justice à cette justice restaurative, mais aussi par sa participation à la délégation toujours plus étendue de l'État, et ici de l'institution judiciaire, à des associations privées, et ce, dans le but de réaliser des missions de service public. Donc la justice restaurative, elle trouve sa place dans une histoire longue et non linéaire
des partenariats entre justice pénale et entités privées. La justice restaurative, elle la poursuit en élargissant le champ des partenariats à des instituts de formation pour la justice restaurative ou encore à une organisation internationale bénévole, explicitement chrétienne, Prison Fellowship pour ne pas la citer. On retrouve ici un phénomène décrit par la sociologue Maud Simonet comme une bénévolisation du service public pour désigner le recours étendu aux bénévoles dans l'accomplissement de ce dernier, recours qui finalement lui permet de se pérenniser. En effet, la multiplication de partenaires privés, associations ou citoyens, salariés au futur incertain ou bénévoles, représente aujourd'hui en quelque sorte une nouvelle fonction publique, peuplée de travailleurs assurant au chevet de l'État une part du service public, mais ce, dans des conditions matérielles et symboliques dégradées. La justice restaurative représente peu de coûts, ainsi que peu de risques, puisqu'elle reste un peu piégée dans un état d'expérimentation permanente. Dans ce contexte, la justice restaurative peut facilement représenter une solution du moment, facilement mobilisable à des problèmes publics persistants, le sentiment d'insécurité et d'abandon de certains territoires, la déshumanisation de la justice ou encore la récidive, problème en partie marqué par une considération renouvelée aux victimes d'infractions. Pour conclure, voilà quelques pièces du puzzle qui nous permettent de comprendre comment et à quels endroits et sur quels motifs la justice restaurative est intégrée dans l'institution judiciaire et puis tous les obstacles auxquels elle fait face. Et toutes ces pièces donnent à voir le fonctionnement d'une institution qui rencontre des difficultés et qui s'adapte en absorbant un mouvement qui la conteste, en se recomposant aux frontières du public et du privé, en réduisant la distance entre elle et les justiciables, mais peut-être surtout en réduisant la distance entre elle et un certain nombre de ses propres travailleurs. Ce dernier résultat est un des plus importants de la thèse. Il a pris une dimension d'autant plus forte que fin 2021, alors que je rédigeais la thèse, ces professionnels ont fait entendre avec force leur colère face au fonctionnement actuel de la justice, le fameux appel des 3000 que vous avez également évoqué, en commençant par crier, je les cite, « Nous, magistrats, ne voulons plus d'une justice qui n'écoute pas et qui chronomètre tout. » Fin de citation. Merci beaucoup. Bon, je prends la parole au nom d'un jury dont on a déjà vanté tous les mérites. Une chose est certaine, je suis celui de ses membres dont le parcours universitaire a été le plus bref. La thèse de Delphine Drivaud n'est donc pas une thèse de droit. Elle rompt par ailleurs avec les canons formels de présentation des travaux juridiques académiques, ce qui n'est pas bien. C'est une thèse de sciences politiques dont les conclusions sont largement fondées sur la sociologie, réalisée sous l'égide de l'Université catholique de Louvain, du Centre national de recherche scientifique et de l'Université Paris-Nanterre. Sans doute ce triple parrainage a-t-il eu une influence sur la multiplicité des points de vue au travers desquels vous avez exploré votre sujet. C'est ainsi que la justice restaurative se trouve examinée, sans concession, de la part d'une chercheuse qui en a aussi été l'actrice, sous toutes les coutures. Cette recherche nous a semblé particulièrement féconde. Elle a fait écho, pour ce qui me concerne, à tout un ensemble d'expériences qui ont été les miennes et celles des collègues de ma génération, au cours d'une carrière professionnelle qui touche bientôt à sa fin et qui a débuté en 1985. J'ai connu les premières associations de contrôleurs judiciaires à Nancy, créées sous l'impulsion d'un juge d'application des peines pionnier, après avoir fréquenté, étant auditeur de justice, en stage, des conseillers de probation qui étaient membres à part entière de la communauté de travail du tribunal.
Plus tard, étant président d'une toute petite juridiction, j'ai assisté à la création des services pénitentiaires d'insertion et de probation départementaux et à la déconnexion des tribunaux avec le milieu ouvert. J'ai alors participé à l'ouverture d'un point rencontre parents-enfants, entre autres initiatives, vivement encouragées pour ce qu'elles permettaient de donner à voir sans pour autant traduire un engagement plus effectif de l'État. Après quoi, j'ai été le président délégué du Centre départemental d'accès au droit des Bouches-du-Rhône, épicentre de la recherche de financement des collectivités territoriales, des avocats, des huissiers, des notaires, afin de faire vivre en marge de l'institution un milieu associatif, délégataire et captif. Enfin, j'ai réussi à faire financer par une ville moyenne du Centre-Bretagne une grande partie du fonctionnement d'une maison de justice et du droit après qu'en avait été supprimé le tribunal d'instance. De tout ceci, votre thèse rend compte. À la lecture de votre travail, axé sur cette part minime de la pratique judiciaire, nous est donné à réfléchir sur ce que dit la justice restaurative, de l'état de la justice pénale, et pas seulement de ses acteurs. On apprendra nécessairement telle ou telle chose au détour de la lecture d'une thèse. En lisant la vôtre, Madame Griveau, on apprend de la thèse. On apprend de l'auteur de la thèse, signe que, selon nous, vous avez touché au but. Les questions sont nombreuses qu'on aimerait vous poser. Vous avez seulement abordé à l'instant quelques-uns des résultats de votre recherche. J'ai ainsi été marqué, ensuite du rappel que vous faisiez des liens entre religion et prison, qui marquent jusqu'au nom de l'administration pénitentiaire, par l'influence que vous soulignez des idées portées par les églises protestantes évangéliques, non seulement pour la promotion de la justice restaurative, mais de façon plus générale, à propos de la prise en charge du risque de récidive. Votre ouverture dans la conclusion de la thèse sur l'usage de casques de réalité virtuelle en matière de lutte contre les violences conjugales a eu un petit côté glaçant. Revenons un peu en arrière. Ma première question va être la suivante. Comment et pourquoi, après s'être intéressé à une institution proprement alternative et autonome, la justice transitionnelle, en vient-on à choisir comme sujet un phénomène captif, comme l'est la justice restaurative telle que pratiquée en France ? Je précise que je vais casser le 4e mur, mais j'ai eu un peu de temps pour réfléchir aux réponses avant quand même. Voilà. Mais merci pour vos retours, merci pour cette première question. Merci aussi de nous livrer très généreusement votre trajectoire, parce que ça nous rappelle que tout travail de sciences sociales s'incarne et s'appuie dans des trajectoires individuelles, des trajectoires de professionnels de la justice. Et la manière dont vous faites écho entre votre histoire individuelle et les évolutions du monde judiciaire, c'est vraiment très parlant à cet égard. Donc, comment est-ce qu'on passe de la justice transitionnelle à la justice restaurative ? Alors, mon parcours personnel et académique, il comporte évidemment son lot de décisions individuelles, intimes, de rencontres, etc. Mais à y regarder avec un peu plus de distance, il est aussi le symptôme de dynamique socio-historique, de circulation d'idées et de pratiques dont je n'avais pas du tout pris la mesure à l'époque, quand j'ai commencé mon travail. Mais pour le dire clairement, ce n'est pas un hasard si je suis passée de la justice transitionnelle à la justice restaurative. Avec en plus une grande facilité, on va dire. La justice transitionnelle et la justice restaurative, elles ont des racines communes. Leurs frontières sont encore aujourd'hui relativement brouillées par moments. Les tenants de la justice restaurative vont par exemple considérer que les commissions vérité-réconciliation dans divers pays sont des pratiques de justice restaurative à l'étranger. Et puis, à l'inverse, les acteurs de la justice transitionnelle vont considérer que la justice restaurative, c'est un de leurs piliers. Alors, il y a 4 piliers. La justice restaurative est un des piliers de la justice transitionnelle. Donc, je vais juste raconter un peu brièvement ces origines communes. Il y a, dans les années 60, un certain nombre de courants académiques, professionnels, militants, dont je ne vais pas faire l'énumération parce que ce serait beaucoup trop long, mais qui nourrissent un espèce de vaste mouvement de critique et d'autocritique
du droit pénal et de son processus de construction historique. Et c'est à partir de ce mouvement que s'élabore et sont promus un ensemble d'idées et de techniques disparates de médiation et d'informalisation des mécanismes de résolution des litiges. Et donc là naissent ces autres justices, dont certaines sont bien connues aujourd'hui, la justice transitionnelle, la justice restaurative, et puis la justice transformative aussi, qui n'est pas peut-être encore connue de toutes et tous, mais qui le sera bientôt, je peux vous l'assurer. Et donc moi, ma trajectoire, ça n'a été en fait... moi, je m'étais destinée à la base à travailler dans l'aide internationale en Côte d'Ivoire, dans la justice transitionnelle en Côte d'Ivoire, avant de rentrer dans la recherche en France et en Belgique. Et donc en fait, j'ai juste suivi sans le savoir un trajet qui était déjà tout tracé, celui de ces autres justices qui ont circulé différemment. Il y a eu une espèce de partage du travail. Donc la justice transitionnelle a circulé dans les pays mal nommés du Sud, et puis les pays, c'est encore une expression mal nommée, et la justice restaurative, pardon, a circulé dans les pays dits du Nord. Donc moi, j'ai fait la même chose en y mêlant évidemment mes dispositions socio-économiques, culturelles, mes impératifs conjoncturels du moment, dont Sandrine se souvient aussi, les rencontres avec Sandrine notamment. Mais réellement, j'ai l'impression d'avoir été plutôt la marionnette de ces circulations d'idées, de pratiques et d'individus. Il y a un autre sujet qui m'a particulièrement intéressé et qui nous renvoie à l'année 2014, qui est celle où, pour la première fois, le Code pénal définit la fonction de la peine, prévention de nouvelles infractions, amendement, insertion, qui sont théoriquement au cœur de l'office du juge pénal. On connaît et on souligne, j'en suis le témoin quotidien, les carences de la psychiatrie médico-légale. Et dans votre thèse, qui m'a paru très intéressant, c'est que vous livrez des réflexions très pertinentes sur la place qu'occupe la criminologie dans l'université française, notamment, et les conséquences que ça peut induire sur les pratiques et les conceptions qu'on peut avoir de la justice pénale. J'aimerais que vous nous en parliez un peu plus. Oui, merci. J'étais très heureuse de cette question, parce que c'est vrai que déjà, j'en ai pas parlé dans le résumé de la thèse. C'est pas quelque chose que je mets beaucoup en avant, et pourtant, c'est vraiment un des aspects que j'ai complètement découvert pendant la thèse et qui m'a fortement interpellée. A fortiori, puisque je la rédigeais depuis un pays, la Belgique, où la criminologie est une discipline reconnue et légitime à part entière. Voilà. Et donc oui, j'ai découvert que les destins de la criminologie française et de la justice restaurative étaient en quelque sorte liés. Toute pratique, tout groupe professionnel puise une partie de sa légitimité dans le système de savoir grâce auquel elle va justifier la pertinence et la légitimité de ses pratiques. Et le système de savoir sur lequel repose la justice restaurative, c'est la criminologie. Donc, en l'état actuel des choses, ce savoir, il est élaboré par des criminologues étrangers. La justice restaurative a puisé des articles, des chiffres, je ne sais pas, tel savoir dans la criminologie internationale. Mais elle rencontre un obstacle en France, où, encore une fois, la criminologie n'est pas reconnue comme un système de savoir légitime, où la criminologie ne dispose pas de section au Conseil national des universités, ne dispose donc pas, en tout cas pas officiellement, de doctorants ou de chercheurs étiquetés criminologues. Alors, ce serait un peu long de revenir sur les raisons de cette marginalisation de la criminologie en France, mais juste pour vous donner le moment clé un peu de cette marginalisation, en 2012, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a demandé que cette section soit... que la création de cette section soit étudiée, que ça se fasse, en fait, en gros. Et il y a eu une levée de bouclier de la part de toutes les disciplines qui sont présentes au Conseil national des universités. Et donc, la criminologie n'est pas entrée à l'université. Et cette réalité nationale, qui est la nôtre, elle n'est pas sans conséquence pour la justice restaurative, pour cette question de légitimation que j'ai évoquée, mais du coup aussi pour quelque chose de très concret, qui est qu'il n'y aura pas de parcours universitaire de la licence au master pour former des criminologues de métier. Et ça prive la justice restaurative d'une opportunité d'autonomisation professionnelle, en fait. Parce que les professionnels
on va dire naturel de la justice restaurative seraient ces criminologues, mais donc s'il n'y a pas de parcours universitaire, il n'y a pas de vivier de professionnels pour ça, et donc la justice restaurative doit continuer, comme elle le fait aujourd'hui, à s'appuyer sur des groupes professionnels qui existent déjà, c'est-à-dire les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation et les salariés des associations d'aide aux victimes, pour le dire grossièrement. Voilà. Merci. Avant-dernière question. Je parcourais à nouveau votre thèse, puisque je suis obligé de la relire, ce qui n'a pas été désagréable. Et je m'interrogeais sur les causes de l'absence dans la pratique décrite d'un des acteurs que vous dites essentiel de la théorie de la justice restaurative, c'est-à-dire la communauté. Absence dont les acteurs, dites-vous, semblent se satisfaire. Et je voudrais savoir si vous avez des explications à ce propos et ce que vous pensez de l'idée que j'avais déjà émise auprès de vous en visioconférence, selon laquelle la communauté s'effacerait du fait de la dépendance de la pratique restaurative à une justice pénale dont reste quand même la fonction symbolique de réassurance du corps social. Oui, merci beaucoup pour cette question. Donc, comment expliquer l'absence de la communauté dans la version française de la justice restaurative ? Et puis, est-ce que ça a à voir avec cette fonction symbolique de la justice pénale ? Donc d'abord, effectivement, la question de la communauté, elle a été évacuée dans la grande majorité des programmes en France, à l'exception de ceux qui étaient directement importés depuis l'étranger. Et donc je pense à la question de justice depuis les Pays-Bas, et puis à Prison Fellowship depuis l'Angleterre. Après, donc encore une fois, ça c'est pas la version majoritaire. Donc dans la version majoritaire, elle a été évacuée, et ce pour différentes raisons, je crois. Elle a été évacuée d'abord par les praticiens eux-mêmes, et c'est marrant parce que je pouvais les voir, enfin je les ai suivis dans ces discussions, dans ces débats-là. Et ça provoquait, il y avait une absence de consensus total autour du terme de communauté, ça provoquait un malaise, un réel malaise. Et ça provoquait aussi des dissensus parce qu'il n'y avait pas du tout d'accord sur la délimitation des frontières de la communauté. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça recouvre? Personne n'est d'accord. On est à la Fédération protestante, il y en a qui disent que c'est la communauté religieuse, il y en a qui disent que c'est ses proches, ses voisins, son quartier, il y en a qui disent que c'est juste sa famille nucléaire. Enfin, vraiment, il n'y avait pas d'issue à ce débat. Cette notion en France, elle n'a vraiment rien d'évidente, alors qu'elle peut l'être dans d'autres pays anglo-saxons, en tout cas beaucoup plus. Ici, elle ne correspondait pas à quelque chose de préexistant, et donc c'était difficile de se l'approprier et puis de se mettre d'accord sur ce que ça pouvait recouvrir. Donc même pour les praticiens eux-mêmes, ça a été rapidement jugé comme gênant, trop conflictuel. C'était parfois décrit aussi comme dangereux politiquement, durant mes premières années de terrain en tout cas, d'utiliser ce terme de communauté. Donc ça, c'était les premiers débats en interne. Et puis après, elle a été évacuée par le ministère de la Justice en mars 2017, en fait, au moment de la rédaction de cette circulaire d'application de la justice restaurative. Donc c'est-à-dire que si à ce moment-là, le terme de communauté, il continuait d'être discuté de temps à autre dans des journées d'études ou de réflexion entre praticiens, praticiennes. Mais à partir de là, dans l'espace politique et institutionnel, il était complètement effacé. Alors d'une part, la responsabilité dont s'occupe la justice pénale est quand même d'abord individuelle et pas collective, alors que c'est cette responsabilité collective, en tout cas c'est sur cette responsabilité collective que veut insister à la base le terme de communauté. Et puis ensuite, encore une fois, c'est un terme qui est chargé de sens dans l'espace politique français, et puis d'un sens, d'enjeux qui sont très éloignés de la justice restaurative. Donc j'imagine que pour le ministère de la Justice, ça a été aussi plus facile de l'écarter. Après, on continue à parler de société civile, de l'engagement de bénévoles. Ça, oui. C'est un chantier qui va fortement évoluer dans les prochaines années, d'ailleurs. Alors, pas pour des raisons philosophiques liées à la responsabilité collective, malheureusement, je pense, plutôt pour des questions budgétaires. Mais en tout cas, ça va bouger. Donc peut-être qu'on reparlera de responsabilité collective face aux délits et aux crimes. Mais donc pour répondre à la deuxième partie de votre question, je n'ai pas l'impression que la communauté elle était évacuée parce que la justice pénale s'en occupait déjà. Dans d'autres pays où la justice pénale est censée assurer cette fonction symbolique, la notion de communauté est plus présente. Et puis, par ailleurs, la dépendance de la justice restaurative à la justice pénale ne l'empêche pas de remplir les fonctions originellement attribuées à la justice pénale,
c'est même plutôt le contraire, c'est même plutôt ce qu'elle vient faire. Donc voilà, pour moi, les deux phénomènes me semblaient plutôt indépendants. Mais voilà, cette question était intéressante parce que ça ouvrait aussi la question à laquelle je n'ai pas la réponse, qui est est-ce que vraiment la justice pénale, en pratique, assure cette fonction symbolique de réassurance du corps social? Voilà, question, rien n'est moins sûr, je ne sais pas, question ouverte pour les juristes et sociologues de la salle. Voilà ma dernière question. Je pense qu'une des forces de votre thèse, c'est qu'à aucun moment vous ne décrivez une séance de justice restaurative. On la connaît sans jamais en voir le visage. Et on voulait savoir si c'était un parti pris de votre part et si vous comptiez continuer des recherches dans cette direction-là pour nous éclairer un peu au centre de votre univers. Les deux questions sont effectivement liées. Donc d'abord, c'est vrai que j'ai établi très tôt dans ma thèse le constat qu'à ce stade de son développement, en tout cas, le plus intéressant résidait probablement dans la manière dont elle restaurait la justice et ses professionnels, avant même les justiciables. Donc ça a fait passer le contenu des mesures et leur description un peu au second plan. Néanmoins, elles sont quand même présentes tout du long. Elles ne peuvent pas être complètement évacuées. Hein. J'essaie de le prendre quand même comme un ensemble. Mais c'est vrai que dans ma thèse, je n'ai pu observer, je n'ai pu décrire que des programmes qui sont des programmes marginalisés, des programmes en association socio-judiciaire, le programme évangélique, enfin de chrétien que j'ai évoqué tout à l'heure. Et donc on rentre un petit peu plus dedans, mais ce ne sont pas les programmes qui sont dans le cadre de la circulaire de mars 2017, qui sont représentés dans le film « Je verrai toujours vos visages ». Ces programmes-là, ces mesures-là, je n'ai pas pu entrer dans la pièce. Et donc c'est une des limites de la thèse. Pour étudier ces mesures, hein, effectivement, qui sont la vitrine de la justice restaurative, ces médiations auteurs-victimes, ces rencontres en groupe entre détenus et victimes, il faut du temps. Il faut gagner la confiance des animateurs, animatrices qui en sont les gardiens. Et le temps de la thèse a participé à construire ce rapport de confiance, mais je n'ai pu entrer dans la pièce, dans la mesure, qu'après celle-ci, au cours d'un projet de recherche ultérieur. Donc je n'y suis pas parvenue pendant ma thèse, mais nous y avons remédié avec Sandrine Lefranc, ici présente, en montant dès la fin de la rédaction, on était dans la fin de la rédaction de ma thèse, en montant un nouveau projet de recherche qui est en train de se terminer là, dont le rapport sera publié prochainement, et qui a été vraiment dédié spécifiquement à observer ces mesures, à être dans la pièce, en situation. Ça veut dire que je suis dans un petit coin, il y a 2 animatrices, une personne, et vraiment, voilà, on était dans cette salle, on était aussi dans des rencontres détenues victimes sur des faits de violence conjugale, Sandrine et moi. Donc vraiment, on a pu les observer en situation, et ça, c'est un projet qui nous tenait beaucoup à cœur, qui est du coup complète la thèse et qui va apporter ces connaissances qui ne sont pas dans la thèse et qui sont vraiment essentielles. Et qui sont donc beaucoup plus proches vraiment des expériences concrètes des participants et participantes aux mesures. Donc c'est pour bientôt. Le tome 2. Voilà. Merci. Bravo pour... Merci Vincent.